Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Vincent Parisot. Eh oui, ils refont la France, l'histoire continue. Anaïs Bouton nous a confié des clés et je suis ravi d'accueillir désormais dans cette émission les correspondants en France des grands médias étrangers, pour la plupart européens, et de recueillir leur point de vue, leur regard, leurs commentaires sur notre actualité, nos qualités, nos défauts, nos travers, nos vertus aussi, espérons. Bref, cette saison encore, nos amis étrangers vont décrypter la France sur RTL. Et il serait bien sûr aujourd'hui beaucoup question de politique, de ce harakiri de François Bayrou, de son offensive anti-boomer, de l'incapacité des partis en France à trouver des compromis. Et puis à l'heure de la rentrée scolaire, du programme désormais officiellement structuré de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, avec en prime l'idée de revoir au nom de l'égalité des sexes le fronton du Panthéon, vous savez, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, idée lancée par Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation. Et pour évoquer ces sujets, 4 journalistes habitués de cette émission et qu'on veut donc vous saluer dans leur langue. J'accueille tout d'abord Birgit Holzer. Hallo, guten Abend. Guten Abend, voilà, j'ai fait un petit peu d'allemand. Il y a longtemps. Ça s'entend. Il y a longtemps. Correspondante pour plusieurs titres de la presse allemande, de magazines bilingues, franco-allemand, Paris-Berlin également. Ça n'existe plus, pardon. Bon, mais c'était avant. C'était avant. Bon, en tout cas, voilà. Joël Meskens. Bonsoir, le soir de Bruxelles, et ma langue c'est le français, je la partage avec vous, avec plaisir. Et même sans accent. Et même sans accent. Bravo. Juan José Dorado. Buenas tardes, periodista espagnol del grupo La Région. Et moi, j'ai un accent que je parle en français. Voilà, et le groupe c'est La Région. La région. J'espère qu'à la fin de la saison, vous aurez appris à mettre l'accent espagnol à La Région. On va essayer. Et Thor Keller. God aften. Alors, ça c'est du danois. Ça c'est du danois, oui. Vous êtes le correspondant en France du média danois Dagbladet Information. Magnifique. Merci. Parfait. RTL. Ils refont la France. Avec Vincent Parisot. Je vais recevoir les responsables de partis politiques et de groupes parlementaires. Je vais examiner les choses avec eux. Mais je dis que la condition préalable, c'est qu'on s'entende sur l'importance de l'effort. Sur tous les sujets, je suis prêt à discuter, sauf sur un. C'est l'effort qu'on doit faire pour que la France choisisse la trajectoire de sortir du surendettement. Voilà, j'imagine. Ça, c'était François Bayrou avant-hier soir sur TF1. J'imagine que vous avez suivi pour vos médias respectifs cette affaire politique, à savoir François Bayrou qui demande la confiance et qui pourrait bien ne plus être Premier ministre le 8 septembre au soir. En tout cas, lui, il ne part pas battu puisque, et il l'a encore dit d'ailleurs aujourd'hui à Châlons en Champagne lors de son déplacement, il entend bien convaincre. Donc il est encore temps de se parler. Est-ce que vous y croyez, alors que tous les analystes politiques français que l'on entend sur la plupart des médias considèrent depuis environ 2 jours que la messe est dite et que le 8 au soir, il pourra faire ses valises. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous estimez que les Français peuvent encore surprendre? Qu'est-ce que vous en dites, Joël Meskens, de l'autre côté de la frontière belge? Il pourrait y arriver, sauf qu'ils n'en prennent pas le chemin. Effectivement, il y a toujours moyen de discuter, mais ça prend du temps et ça ne se passe pas comme ça. Les autres pays qui connaissent aussi ces régimes parlementaires le diront aussi. Une coalition, ça se pratique pas comme ça. Je ne sais pas si François Bayrou y croit lui-même. En tout cas, on a dit qu'il sortait par le haut en faisant ce coup de poker, etc. Je ne sais pas si c'est par le haut. Moi, je crois que c'est surtout une sortie théâtrale. Parce que s'il voulait sortir par le haut, il aurait discuté. Même si avec un tout petit trou de souris, il aurait essayé d'y entrer. Il aurait appelé tout l'été les dirigeants des autres partis, etc. Pour une coalition, pour avoir la confiance, il faut se parler. Ça, c'est intéressant. En Belgique, on a l'habitude de se parler. Ça peut durer très longtemps. Oui, parce que vous êtes resté en Belgique des fois des semaines, des mois. 541 jours. J'ai retrouvé le record. C'était donc en 2011, 541 jours sans gouvernement. Mais parce qu'on discute de tous les termes d'un accord avant de conclure une coalition. Et donc, une fois qu'on a un gouvernement, eh bien, on connaît la route à suivre et on chemine dans le sens qu'on a indiqué. C'est très intéressant de vous avoir les uns et les autres, notamment, j'allais dire, la Belgique,
l'Allemagne, le Danemark, peut-être un petit peu moins l'Espagne, on verra comment ça se passe. Il y a aussi beaucoup de coalitions, vous êtes des pays habitués aux coalitions. Or, je voudrais citer Joël... non, ça y est, je vous ai perdu, évidemment. Je voudrais citer ce sondage réalisé par Odoxa qui montre que 6 Français sur 10 estiment qu'il a fait le bon choix, mais les 3/4 veulent le départ de François Bayrou. C'est quand même, vous trouvez pas un petit peu étonnant, Birgit Holzer ? La question est qu'est-ce qui vient après ? d'Allemagne. Oui, d'Allemagne. Bon, vu d'Allemagne, bon, c'est pas nouveau en fait que c'est très compliqué en France de trouver des coalitions, de trouver des compromis. On prend souvent l'Allemagne comme modèle parce qu'effectivement chez nous le système force les partis politiques de travailler ensemble. Il faut une majorité de plus de 50%, aucun parti là, et donc il faut se parler. Et effectivement, comme l'a dit Joël, ça prend du temps. Ça peut prendre des mois, pareil, des semaines, des mois et pas des années. Mais après, on a un contrat. Et même si on le suit pas complètement, et même si effectivement la dernière coalition a explosé, donc c'est aussi l'exemple que ça a des limites. Mais ça force, c'est le système qui force et qui fait qu'une culture se crée. Mais justement, on a presque l'impression que les citoyens français ont intégré cette incapacité des politiques à pouvoir s'entendre et faire des coalitions. Quand je cite ce sondage, ils disent bon d'accord, ok, il a fait le bon choix, on demande la confiance, mais nous on veut pas la confiance, on veut qu'il s'en aille, on veut une dissolution. C'est-à-dire que c'est tout ou rien. Il n'y a pas la possibilité de s'entendre. Juan José. Effectivement, c'est un peu paradoxal ce qui se passe en France, mais en même temps, c'est normal pour nous, puisque on voit la France et on se dit, ça vient tout simplement, ce défaut des compromis, parce que la France a un système électoral qui est celui de la majorité, et donc il faut élire des majorités. Ouais. À la première occasion où vous n'élisez pas une majorité, c'est le bordel total. Alors, en Espagne, on n'a pas de majorité systématiquement, donc on est obligé au compromis. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Espagne a un gouvernement de coalition. Ça n'empêche que c'est très difficile de gouverner en Espagne, tout simplement parce qu'au gouvernement, vous avez une grosse formation qui est le Parti socialiste, et puis les radicaux de Sumar, donc les radicaux de gauche. Et à l'intérieur de ces radicaux, vous avez encore une multitude de petits partis qui sont à l'intérieur. Donc c'est très compliqué. Mais ce qu'on s'est dit en Espagne, c'est que il a quand même du culot. Notre ami François Bayrou. Tout simplement parce que l'Espagne demande depuis longtemps aussi le départ du Premier ministre qui ne part pas, qui n'a pas demandé une motion de confiance. Et il faut avoir du culot pour demander une motion de confiance. Et je pense qu'il peut s'en sortir. Quand vous dites qu'il a du culot, culot, je reprends votre accent, c'est un bon point que vous lui accordez. C'est un bon point parce que, en fait, je pense qu'il a bien compris à un moment donné que les socialistes ne sont pas sûrs de la voter, tout simplement parce que ils sont pas sûrs de retrouver le même nombre de députés à l'Assemblée nationale avec une France insoumise qui pourrait aller de son côté. Les Républicains ont besoin de rester un certain nombre de jours ou de mois dans le gouvernement parce que c'est une caisse de résonance pour leur politique. N'oublions pas que les Républicains ont été laminés aux dernières législatives. Ils sont à peine 50 de députés. Donc, je vous entends là, ça veut dire que pour vous ne souscrivez pas à la thèse du harakiri et de je mets en scène ma sortie. Vous dites qu'il a peut-être un petit coup à jouer. Il y a peut-être un petit trou de souris. Il y a un trou de souris dans lequel il peut y aller. Bon, je regarde le sourire de Thor Keller, votre ami danois. Je suis pas certain qu'il partage votre point de vue. J'ai lu aujourd'hui une analyse qui lui donnait 5% de possibilité pour s'en sortir. Ouais, grosse cote, comme on dit. C'est que je trouve ça optimiste. Ouais. Pour être honnête. Et en plus, pour que Bayrou il peut sortir, je pense qu'il faut plus qu'un trou de souris. Il faut quand même, pour sortir, il faut 70 députés et il va pas trouver ça en 2 semaines. Les conversations qu'il a envie de faire maintenant, il aurait dû les faire il y a 2-3 mois. Alors, ça pose la question de l'après. Si on est dans les 95%, l'après, dissolution, pas dissolution, dans un contexte qu'a clarifié aujourd'hui le président de la République, c'était avec le chancelier allemand, il a dit moi j'ai été élu pour 5 ans, je ferai 5 ans, donc ça diminue les possibilités de redistribution des cartes, ça, non ?
En tout cas, pardon, oui, vas-y, Ron. Non, je disais qu'aller chercher un troisième Premier ministre, ça a l'air d'être une blague. Ouais. Donc la dissolution, on devrait pouvoir s'imposer, sachant que de toute façon, encore une fois, c'est pas sûr que des partis comme Renaissance, des partis comme le Parti socialiste, voire les Républicains, puissent avoir le même type de résultats et donner la possibilité à la France insoumise de gagner. On voit. Je suis pas sûr qu'il soit... Joël Meskens, vous pensez qu'on peut trouver une autre majorité avec une autre élection législative ? Avec une autre élection législative, peut-être, parce que le Front républicain ne sera peut-être pas aussi efficace qu'il l'a été la dernière fois, parce que l'union de la gauche ne se fera peut-être pas aussi rapidement qu'elle s'est faite la dernière fois, mais il y a aussi peut-être avant la dissolution d'autres solutions qui restent possibles. Et nous, ce qui nous avait surpris au moment de la dissolution, au moment où on a vu les résultats de ces élections, et avec un regard belge justement, il y avait un chemin qui se dégageait. Vers la gauche ? Ce chemin, il se dégageait pas vers le nouveau Front populaire, il se dégageait de la droite modérée à la gauche modérée. Et cet arc républicain peut encore se mettre en place. Si François Bayrou tombe, on peut trouver un Premier ministre de centre-gauche qui pourrait effectivement rallier la droite modérée, et on aurait ce socle central qui s'étendrait à la gauche modérée. Qui pourrait s'illustrer. Torkeller, vous êtes d'accord ? Oui, en fait, ça, je voulais vous montrer un exemple. Au Danemark, on a eu toujours soit la droite, soit la gauche qui gouvernaient. Mais la dernière élection, on a eu une majorité au centre, c'est-à-dire les sociodémocrates qui ont maintenant un gouvernement avec leurs ennemis éternels, les libéraux de droite. Donc c'est possible d'oublier les anciennes problèmes qu'on a eu et se mettre ensemble. Mais je pense quand même, avec le climat qui existe en France, c'est quand même compliqué. Alors, on n'en est pas encore là, évidemment. Faut attendre les discussions. On y verra peut-être un peu plus clair vendredi soir prochain. Peut-être. La réponse, en tout cas, quoi qu'il arrive, le 8 au soir. Ce qui est certain, et ça, on va y venir dans un instant, c'est que dans toute cette histoire de dette et de déficit, le Premier ministre, il a trouvé le responsable. Bienvenue les boomers. À tout de suite. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce qu'on prolonge un peu la réunion ? Je vous sens hésitant, la Pierre, ça vous pose un problème ? C'est que j'ai déjà pris mon billet de train, là. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, je disais... allez, les gars, on montre un peu dans le train, là. Avec la carte Liberté TGV Inouï, échangez sans frais ou faites-vous rembourser vos billets jusqu'à 30 minutes après le départ. Pour 349 €, profitez aussi de billets à prix réduit toute l'année en France et vers l'Europe. Voir conditions sur sncfvoyageurs.com. Tu jamais vu à la Vallée Village les Village Stars. Samedi 6 septembre uniquement, de grandes marques mode et luxe offrent une sélection de produits jusqu'à moins 70% sur les prix déjà réduits la Vallée Village. Oui, jusqu'à moins 70%. À la Vallée Village, le samedi de toutes les folies, c'est le 6 septembre dès 9h. Conditions sur lavalleevillage.com. Village Stars, les offres étoilées. Vincent Parisot. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français. C'est eux qui devront payer la dette. Tout ça pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Voilà, donc avant de trouver les solutions, on a déjà trouvé les coupables. Haro sur les boomers, pointé du doigt donc par le Premier ministre. On en parle avec nos amis Birgit Holzer, correspondante pour plusieurs titres de la presse allemande, Joël Meskens, correspondante du journal belge Le Soir, à Paris bien évidemment, Juan José Dorado, journaliste espagnol à Paris également pour le groupe La Région. Bon, j'y arrive pas vraiment, mais je vais travailler. Et puis Torkeller du média danois Dagbladet Information, à peu près. La dette, un conflit de génération. Est-ce que lorsqu'il dit que les jeunes sont les principales victimes de l'endettement, à qui il oppose le confort des boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1945 et 1965, est-ce qu'il tente justement une nouvelle carte face à l'opinion en désignant un coupable? Finalement, peut-être on fait une partie du chemin pour convaincre. Qu'est-ce que vous en pensez, Joël Meskens?
C'est ça, c'est très très maladroit parce que rendre responsable le confort des boomers, c'est pour le moins maladroit, d'autant plus que cette catégorie de la population est celle qui vote le plus. Donc c'est pas complètement faux sur le constat. C'est vrai que quand on regarde par exemple les statistiques de la pauvreté, il y a nettement moins de pauvres chez les boomers qu'il n'y en a chez les plus jeunes générations. Donc il n'a pas totalement tort, mais il fallait pas le dire de cette façon. Ceux qui sont nés par exemple au milieu des années 60, ils sont arrivés sur le marché du travail dans les années 80, au début des années 80, milieu des années 80 en France, mais en pleine période de chômage. On peut pas dire que la situation politique était idéale, ils se sont pas tournés les pouces. Non, mais les boomers sont ceux qui sont nés avant. C'est jusqu'aux années 60, on va dire. C'est ceux qui sont en gros au début de retraite aujourd'hui. C'est ceux-là que visait François Bayrou, ceux qui ont bénéficié des 30 Glorieuses. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos pays, cette mise en cause des boomers, Birgit Holzer, par exemple en Allemagne? Non, pas trop, effectivement. Je trouve aussi vraiment maladroit de jouer une génération contre l'autre. Mais non, chez nous, il y a plus un débat autour de ceux qui reçoivent le RSA ou les aides, donc ce qu'on appelle en France l'assistanat. Donc on a en France ce débat aussi. Moi, sur le boomer, je pense pour la même raison, effectivement, c'est des gens qui votent beaucoup, c'est des gens qui ont un certain poids dans la société. Mais je pense que ce qui est vrai en France, c'est parce qu'il y a beaucoup aussi de la question autour de la retraite. Les jeunes aujourd'hui savent pas du tout à quel moment ils pourraient partir à la retraite et quelle retraite ils auront, alors que ceux qui sont partis tôt ont souvent aussi une retraite, souvent, ça dépend vraiment des situations, plus confortable. Donc je pense que le débat autour de d'une la retraite, la capitalisation juste, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de lisibilité pour les jeunes aujourd'hui, d'être assurés de percevoir quelque chose lorsqu'ils auront atteint. Alors peut-être dans ce débat aussi. Peut-être 72 ans à l'époque, mais je pense globalement un débat autour de la justice entre les générations, ce n'est pas faux, mais je pense la manière comment il a posé, c'est vraiment clairement, maladroit. Vous partagez cet avis, Torkeller. Est-ce que les boomers ont les pointes du doigt au Danemark? Alors, moi, juste je vous regarde, hein, je veux dire, je pense que je suis le plus jeune ici. Il y a pas complètement sûr avec les dames, mais je pense être le plus jeune. Vis-à-vis de nous deux avec Roy Rosé, c'est certain, il n'y a pas photo. Il vient me parler de sa petite fille. Et moi, moi, j'ai un petit-fils, voyez-vous. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que moi, je parle de temps en temps avec des jeunes Français. Et je pense qu'il y a pas la confiance dans les systèmes, c'est-à-dire la confiance que, à leur terme, ils auront une retraite payée par l'État. Et ça, c'est un contrat assez essentiel dans la société française, le fait qu'on paye maintenant parce que dans le futur, on aura la même chose. Mais d'une certaine manière, ils ont raison. Il suffit de regarder la pyramide des âges. C'est très difficile. C'est qu'on a fait au Danemark, c'est on a augmenté l'âge de départ énormément. Moi, si j'ai habité au Danemark, je prendrais ma retraite à 73 ans. Oui. Donc, mais ça a été annoncé très longtemps à l'avance au Danemark. Et je pense que il y a quelque chose d'intéressant. Les réformes qui ont eu lieu en France ces 15 ou 20 dernières années, on a mis les salariés carrément au pied du mur. C'est-à-dire que la réforme s'appliquait pour les personnes qui arrivaient dans les 3 ou 4 ans à venir. Au Danemark, on a dit, on passera à 73 ans, c'est ça? Mais dans combien de temps? Petit à petit, ça va être dans les années 40, 50. Donc, mais tout ça pour dire que quand on a annoncé ça, les personnes qui prendront leur retraite à cet âge-là, ils n'ont pas peur parce qu'ils n'ont même pas pensé à la fait qu'ils vont prendre la retraite parce qu'ils sont en train d'essayer de trouver la fille de la classe parallèle ou de faire un bisou. Et on n'est pas du tout dans la pensée de la retraite. On ne pense pas à ces moments, à ces sortes de choses. Et je pense que ça a été peut-être sage de le faire comme ça et pas le faire d'un moment à l'autre. Oui, c'est ça. Alors, le cas espagnol est aussi assez particulier puisque la retraite espagnole est à 67 ans. Alors, la différence, c'est comme au Danemark, c'est-à-dire que pour passer des 65 ans à 67 ans, nous avons mis 16 ans. C'est ça. C'est une période de 16 ans. L'accord a été trouvé à l'unanimité entre les syndicats, les patronats et le gouvernement, à l'époque, début des années 2000, justement, pour que cette période à 67 ans se fasse très,
très très doucement. Et c'est beaucoup plus acceptable pour les salariés. Parce qu'on a effectivement une visibilité à long terme pour ceux qui travaillent et qui vont toucher sa retraite dans quelques années. Mais aussi, je suis d'accord avec mes confrères au niveau de la maladroit de François Bayrou, parce que effectivement les boomers, enfin ceux qui sont à la retraite ou qui vont arriver à la retraite, ce sont ceux qui votent le plus, et surtout on ne touche pas, parce que c'est une partie de l'électorat, effectivement, qui souvent vote le gouvernement si le gouvernement traite bien les retraités ou les futurs retraités. En Espagne, on ne touche jamais aux futurs retraités, on ne touche pas aux retraités, de la même façon qu'on ne touche pas aux fonctionnaires, parce que c'est quand même une réserve de voix pour n'importe quel gouvernement qui peut te faire gouverner. Ce sont eux qui votent tort. L'analyse politique est claire dans ce qui est, vous dites là, mais c'est aussi parce qu'on ne peut pas changer les règles d'un moment à l'autre. On peut pas, tous ces gens-là, les retraités, les boomers, ils ont travaillé toute leur vie aussi. Donc, de dire à ces personnes-là, d'un moment à l'autre, vous êtes les méchants, c'est quand même, c'est pas très sympa de faire ça. Surtout que boomer, en tout cas l'expression en France, elle n'est pas très sympa. Elle est péjorative chez vous aussi. C'est considéré comme quelque chose de... C'est pas mon cher boomer. Non, c'est pas super sympa. Quand on vous qualifie de boomer... Voilà. Alors, il est plutôt concerné lui-même, en fait. Alors lui, il est pile dans la génération. Allez, une courte pause, et puis dans un instant, on parle de la rentrée des classes. Il y a des changements. On va parler éducation sexuelle, notamment, dans un instant. À tout de suite. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce qu'on prolonge un peu la réunion? Je vous sens hésitant. La Pierre, ça vous pose un problème? C'est que j'ai déjà pris mon billet de train, là. Qu'est-ce que vous dites? Oh, je disais... allez, les gars, on montre un peu d'entrain, là. Avec la carte Liberté TGV Inouï, échangez sans frais ou faites-vous rembourser vos billets jusqu'à 30 minutes après le départ. Pour 349 €, profitez aussi de billets à prix réduit toute l'année en France et vers l'Europe. Voir conditions sur sncfvoyageurs.com. Tu jamais vu à la Vallée Village les Village Stars. Samedi 6 septembre uniquement, de grandes marques mode et luxe offrent une sélection de produits jusqu'à moins 70% sur les prix déjà réduits la Vallée Village. Oui, jusqu'à moins 70%. À la Vallée Village, le samedi de toutes les folies, c'est le 6 septembre dès 9h. Conditions sur lavalleevillage.com. Village Stars, les offres étoilées. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Vincent Parisot. Ils sont avec nous, Birgit Holzer, correspondante de la presse allemande, Joël Meskens du journal belge Le Soir, Juan José Dorado pour la presse espagnole et Thor Keller, correspondant en France d'un média danois que je citerai plus précisément à la fin de l'émission. Donc la rentrée des classes, c'est lundi. Ça c'est un peu daté, hein. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est que vous êtes de la catégorie dont on parlait précédemment, c'est-à-dire un boomer. C'était Julie Bataille en 1975. Et oui, la rentrée ce sera lundi. Les 850 000 profs ont repris aujourd'hui. Les nouveautés ne manquent pas, à commencer donc par la mise en place du programme d'éducation à la vie affective et à la sexualité. Alors, sur le papier, il y a 3 séances qui sont pourtant obligatoires depuis 2001, mais il est apparu que seulement 15% des jeunes scolarisés en France bénéficiaient vraiment de cet enseignement. Là, cette fois, ça va vraiment être mis en place. Et tiens, on peut écouter un ou deux profs peut-être qui ont réagi au micro RTL d'Hortense Crépin. Je connaissais pas tout ce qui se passait autour de l'EVARS et tout, mais ça m'intéressait d'être capable d'animer des séances en fait sur ces thématiques-là. J'ai des élèves qui parlent d'homosexualité comme quelque chose d'anormal, et là on peut être un peu désarmé, et il faut faire face à tout ça. On se sent un peu seul parfois quand même. On se sent un peu seul, dit cette enseignante. Et on peut la comprendre parce que on a connu ces dernières années des polémiques qui ont parfois été très agitées autour de l'enseignement justement à la vie affective et sexuelle, avec des programmes qui étaient accusés de trop insister sur la théorie du genre ou autre. Je crois d'ailleurs que comme en France,
En Belgique, Joël Meskens, ça avait bien chauffé également ces dernières années. Absolument, oui. Il y a 2 ans, en fait, ces animations d'éducation à la vie affective et relationnelle existent depuis des années en Belgique, mais elles sont devenues obligatoires en 2023. C'est à peu près le même programme qu'en France. C'est à peu près le même programme, tout à fait. Et au moment où ça a été annoncé comme devenant obligatoire, ça a suscité des crispations dans une certaine partie de la société, si bien qu'à Charleroi, donc dans une des villes importantes du Hainaut en Belgique, il y a eu des incendies d'écoles avec marqué dessus, et ça s'appelait le programme Evras, ça ressemble très fort à celui qui existe en France, et donc des incendies qui ont été donc volontaires, commis contre ce programme. Il y avait effectivement une frange très réactionnaire de la société qui était un peu, d'une part les catholiques intégristes, et d'autre part la frange la plus conservatrice des musulmans, et qui s'opposaient à ces programmes sous prétexte, on les accusait en fait de tous les maux, mais c'était des fake news, que c'était des cours de masturbation, de l'initiation à la pédophilie, enfin des tas de choses de ce genre, des fake news de ce genre, et il a fallu beaucoup de pédagogie pour que ça soit mis en place, et donc ça existe maintenant pour des classes d'âge de 11 ans à 15 ans, en fait. 11 ans et 15 ans. Beaucoup de rumeurs et de fake news. Beaucoup de manipulation et d'instrumentalisation autour de ça. Oui. Ça, on l'avait vu en France, ça a été le cas donc en Belgique, en Allemagne aussi. Oui, Birgit. En partie, en fait, un peu moins. J'ai l'impression. Il y a bien sûr cette frange qui utilise ce genre de débat pour mettre en avant leur agenda, en fait, en agenda anti-woke, on parle mais de genre. On peut avoir ces opinions, ces idées. La question, c'est qu'effectivement, parfois, on sort totalement de la réalité, oui. et on raconte n'importe quoi à travers les réseaux sociaux ou autres. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors en Allemagne, en fait, la difficulté, il n'y a pas de programme national en Allemagne. La difficulté d'expliquer un peu. Oui, voilà, il y a 16 länder et chaque land est compétent pour l'éducation régionale, du coup, dans le land. Et il y a des fortes différences parce qu'il y a des länder qui sont plus conservateurs que d'autres. Moi-même, je viens d'un land très conservateur du sud, et effectivement, c'est obligatoire. Mais les créneaux sont pas forcément là. Donc je pense que dans les faits, cette éducation n'a pas toujours lieu comme en France. C'est-à-dire, c'est un peu à l'école ou aux professeurs de choisir quelle est finalement la mise en place. Mais est-ce que pour vous c'est une bonne chose à l'heure où on le voit sur les réseaux sociaux, tout est permis plus ou moins, que en France en tout cas, et j'imagine peut-être aussi chez vous, on a énormément de mal à interdire aux mineurs l'accès aux sites porno. Est-ce que c'est une bonne chose que l'éducation nationale mette son nez là-dedans, si je peux me permettre cette expression? Oui, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, l'éducation sexuelle en Espagne est rentrée à la fin des années 80. Ouais. Moi, j'étais en dernier cours de primaire et en 85, et on a eu déjà un premier cours d'éducation sexuelle. Aujourd'hui, le système qui est proposé en France est pratiquement un copier-coller du système espagnol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une matière en soi, mais c'est l'enseignement, ce qu'on appelle transversal. Les profs peuvent intervenir. Voilà, donc ça va du professeur de biologie au professeur des sciences naturelles, et il y a même l'enseignement sexuel, de la vie sexuelle et affective en maternelle. Forcément, on ne traite pas les choses de la même façon. Et donc, le système français est nécessaire, je pense, effectivement, parce qu'il faut lutter contre une certaine désinformation qui existe et contre des mauvaises habitudes. Après, c'est vrai que l'Espagne des années 80, quand ça a été mis en place, n'avait pas des problèmes d'immigration ou de religion. C'était juste un problème de conservatisme ou pas de la société. Et aujourd'hui, les problèmes qu'on peut retrouver, parce qu'il y a eu des problèmes, certaines associations de parents se sont soulevées contre le fait qu'effectivement, le gouvernement a fixé un minimum d'enseignement. Après, c'est comme du côté de l'Allemagne, ce sont les gouvernements régionaux
qui établissent un programme plus avancé ou moins avancé, sachant qu'il faut jouer à ce moment-là avec les parents de chaque région qui sont plus ou moins conservateurs. Torkeler, on se dit, je ne sais pas pourquoi, je me trompe peut-être, mais qu'au Danemark, pays très ouvert, notamment sur ces questions-là, ça pose pas de problème. Franchement, on n'a pas vraiment un problème sur ces sujets-là. On a les mêmes sortes de problèmes qu'on a en France. Donc, les jeunes qui apprennent comment faire l'amour en regardant des films de porno, on fait n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose qui a explosé avec l'Internet, avec l'accès qu'on a maintenant. Mais les parents qui s'inquiètent qu'on parle, par exemple, effectivement, de masturbation, pas évidemment dans les petites classes, mais peut-être au collège ou au lycée. Est-ce que ça inquiète ou pas, par exemple Non, on a moins de ces sortes de groupes au Danemark qui sont très radicaux d'un côté ou l'autre côté. On a moins de ça qu'on a en France, c'est sûr. Mais c'est un petit pays aussi, donc on a plus d'homogénéité aussi entre nous, je dirais. C'est vrai que le Danemark est un des premiers pays en Europe de ouvrir pour la pornographie, etc. On a toujours eu des plages où on peut se baigner sans vêtements et tout ça, comme en Allemagne aussi. Et de l'Est surtout. Quand une partie dans l'ex-Allemagne de l'Est, il y a beaucoup de nudistes, de naturistes, effectivement. Je pense... Ça donne une ouverture d'esprit, c'est ce que vous voulez dire ? Je sais pas, je pose la question. Je pense que c'est pas une ouverture d'esprit où on a le droit de dire n'importe quoi aux enfants. C'est très encadré au Danemark. C'est quand même les premières années, les premiers 7 années, on n'a pas la maternelle chez nous. C'est jardin d'enfants, ça fait pas partie de l'école. Mais quand on commence à l'école à 6 ans jusqu'à 12-13 ans, c'est plutôt, on parle plus des émotions, de qui a le droit de toucher qui, et on parle moins de l'acte sexuel. Et j'imagine que vous parlez de l'égalité homme-femme, forcément. C'est sûr. C'est une clé dans l'éducation à la vie affective. Et ça nous amène à l'idée d'Elisabeth Borne, excusez-moi j'en souris, je ne devrais pas, c'est de modifier la devise du Panthéon, vous savez, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. On en parle tout de suite. Ils refont la France sur RTL. Avec Vincent Parisot. Ils sont 4 à refaire la France. Birgit Holzer pour l'Allemagne, Joël Meskens pour la Belgique, Juan José Dorado pour l'Espagne et Torkeler pour le Danemark. Alors, je vous le disais, la ministre de l'Éducation a fait parler d'elle également avec une proposition sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sujet de la devise du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne et puis juste après, la réaction de 2 auditrices dans Les Auditeurs ont la parole sur RTL. Parce que la politique est aussi affaire de symboles, je pense que nous devrons ouvrir le débat sur la devise inscrite au fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Cette devise doit reconnaître explicitement la place de Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillon, Simone Veil, Joséphine Baker et de toutes celles qui les suivront. Les bras m'en tombent. Je pense que le pays a besoin d'autre chose que de changer aux grands hommes la patrie reconnaissante. Écoutez, si elle a rien d'autre à faire en ce moment, à la veille de la rentrée, c'est quand même un petit peu désolant. Voilà, donc ces 2 auditrices qui illustrent la température à la mi-journée au 32-10 des auditeurs et auditrices d'RTL pour réagir à cette proposition. Elle n'a pas dit on va le faire tout de suite, mais enfin, elle propose de réfléchir à l'évolution de cette devise aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Mais c'est vrai qu'on se dit que au moment où le navire politique de la majorité apparaît en train de sombrer, est-ce que c'est vraiment le moment ? Qu'est-ce que vous en pensez, Joël Meskens ? Ça ne nécessite pas 44 milliards. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est un symbole. Et les symboles ne sont pas anodins. Certes, il y a 1000 choses plus importantes à faire, j'en conviens totalement. Dans l'éducation nationale, comme dans les réformes françaises en général, il y a 1000 choses plus importantes. Et même pour les droits des femmes, il y a 1000 choses plus importantes à faire. Mais il y a aujourd'hui que 5 femmes au Panthéon. C'est
C'est inimaginable en 2025. Il en faut d'autres et il faut marquer ce symbole. Encore une fois, ça ne coûte rien. C'est un geste symbolique. Pourquoi ne pas le faire? Je me souviens que quand Elisabeth Borne a été nommée à Matignon, c'en était un autre de symbole. Et d'ailleurs, elle l'avait dit, je veux que mon exemple soit un exemple pour toutes les petites filles de ce pays. Ouais, elle parle là, effectivement, des jeunes scientifiques qui, levant le nez au Panthéon, pouvaient peut-être renoncer à leur carrière. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que c'est vrai que ça fait sourire. Ça fait sourire parce qu'on se dit, il y a peut-être des choses plus importantes, mais vous n'êtes pas loin de me convaincre, Joël. Je voudrais avoir l'opinion de Birgit. Alors, Joël m'a déjà convaincue aussi, je suis d'accord avec elle. Même si, bien sûr, on peut dire il y a des choses plus importantes, mais je pense aussi les symboles sont importants, la langue est importante. Donc, de dire aux grands hommes, et pourquoi pas aux grandes femmes. Et parce que homme, ça a aussi une valeur générique. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, il faut penser à ça. Elle a dit, on va ouvrir le débat. Je pense qu'elle voulait ouvrir un débat plus grand. Peut-être elle aussi, elle pense à son destin politique, ça je sais pas. Mais au-delà, je pense que le débat va être soulevé et moi ça me choque pas de changer des choses parce que je pense que la société évolue et on peut évoluer avec elle et les inscriptions peuvent évoluer et le langage aussi. Mais on voit bien que cette évolution et puis j'allais dire aussi il y a une forme dans le wokisme, il y a aussi une volonté d'effacer ce qui a été fait. Oui, c'est pas du wokisme. Ça fracture la société. Oui, mais c'est pas du wokisme. Regardez, en fait, le nom des rues, et je serai très brève, le nom des rues en France, il y a 13% de rues qui portent le nom de femmes. Ce n'est juste pas normal, c'est tout simplement ça, c'est une question d'égalité. On va écouter les mecs. Thor. Si j'ai bien compris, elle n'a pas l'idée qu'il faut effacer les noms des hommes. Non. Non, c'est... Ils vont quand même rester. Non, mais je veux dire, les gens... On peut imaginer que dans son esprit, c'est aux grands hommes, aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Ah oui. Ça prendra plus de place, c'est sûr. Mon arrière-grand-père, il était sculpteur. Donc, il a fait des sculptures. Ouais. Il a fait ces sortes de travaux sur les palais au Danemark. Mais pour faire ces sortes de travaux, je pense qu'il faut quand même être très... C'est difficile de changer le passé. Et on a vu, comme vous le dites, avec des statues, on a fait tomber des statues, etc. Et on est tous d'accord quand il s'agit des personnes où c'est très clair que ce sont des méchants. Mais changer... le passé, c'est toujours compliqué. Vous pouvez tout simplement faire un titre qui ne soit pas genré. Vous pouvez dire au grand nom, la patrie reconnaissante. Aux grandes âmes. Voilà. Aux grandes âmes, voilà. Ah tiens, on va le proposer. C'est une possibilité, mais je pense que surtout elle avait besoin de faire parler d'elle. Et puis c'est vrai que on va changer les définitions aussi dans les dictionnaires, dans la langue française, parce que c'est vrai que quand on parle des grands hommes, on parle d'hommes et des femmes. Alors si on veut pas comprendre ça, on commence à avoir un petit problème avec la langue française. C'est pareil en espagnol où effectivement... Vous avez le même problème en Espagne sur la définition. Le langage inclusif est rentré en Espagne de façon assez importante ces dernières années, et à un moment donné, sincèrement, il y a des exemples qui deviennent ridicules. Dans ce cas précis, je pense qu'effectivement, c'est un peu ridicule, puisque je n'ai jamais, en lisant cette phrase, j'ai jamais exclu les femmes, et je ne pense pas que les Français, de façon générale, l'aient fait à aucun moment. Eh bien, c'est dit. Merci Juan Rosé. Merci à vous quatre, en tout cas. Thor Keller, Joël Meskens, Birgit Holzer, Juan Rosé, Dorado. Merci d'être venus. On vous retrouve très vite, évidemment, dans cette émission. Juan Rosé, grand amateur de foot, je le sais. Je sais, oui. Voilà. Mais bon, c'est mal parti pour vous, pour les Marseillais. Oui, pour vous, comme moi je prends pour les Marseillais, on verra. Ce soir c'est Lens-Brest. Voilà, belle soirée de football. Je vais demander à Juan Rosé si les basketteurs espagnols avaient bien débuté l'Euro de basket. Mais on parlait des foot, là. On parlait des foot. Non, mais comme vous nous chambrez souvent, là, j'en profite un peu. On sort la boîte à chambrette. Défaite contre la Géorgie. Belle soirée de foot sur RTL. Oui, Lens-Brest avec Jeannot Rességuier, Dave Apadou et Samuel Duhamel au commentaire. Profitez bien. RTL, il est 20h. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce qu'on prolonge un peu la réunion ? Je vous sens hésitant, la Pierre, ça vous pose un problème ? C'est que j'ai déjà pris mon billet de train, là. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, je disais, allez les gars, on montre un peu d'entrain, là. Avec la carte Liberté TGV Inouï, échangez sans frais ou faites-vous rembourser vos billets jusqu'à 30 minutes après le départ. Pour 349 €, profitez aussi de billets à prix réduit toute l'année en France et vers l'Europe. Voir conditions sur sncfvoyageurs.com.